bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être à l'Académie du Climat ce soir, tous ensemble pour accueillir Anne-Laure Delatte, que je remercie vivement d'être parmi nous. Juste un petit mot d'introduction pour faire les remerciements qui s'imposent et puis présenter un petit peu les associations organisatrices et puis présenter très rapidement Anne-Laure, même si tu compléteras. Bon, déjà, un grand merci à l'Académie du Climat qui nous accueille ce soir. Peut-être, je sais que certaines et certains viennent pour la première fois ici. C'est un lieu absolument superbe qui est l'ancienne mairie du 4e arrondissement que la mairie de Paris a reconverti en lieu dédié aux associations, au thème du climat en général. Donc vous pouvez y croiser des rencontres professionnelles, des assos qui préparent des actions de désobéissance civile, des rencontres, conférences comme celle-ci, une buvette, des spectacles. Je crois que même ce soir, il y a aussi une performance artistique. Enfin voilà, toutes sortes de choses liées à l'écologie. Donc merci beaucoup à eux. Abonnez-vous à leur newsletter si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à passer aussi, même de temps en temps, par hasard, boire un petit coup à la buvette, etc. J'en profite d'ailleurs tout de suite pour dire que après la conférence, pour ceux qui veulent, on poursuit les discussions autour d'un verre à la buvette. Alors, peut-être pour se présenter un petit peu, donc moi je suis Samuel, je suis secrétaire de X Alternative. X Alternative, c'est une association qui propose un espace de réflexion pour une alternative sociale, démocratique, écologique, industrielle, économique, au sein de plusieurs espaces. Déjà, l'espace polytechnicien, donc c'est une association qui au départ s'est fondée et regroupe des anciens polytechniciennes et polytechniciens pour porter aussi une voie alternative au sein de cet écosystème polytechnicien. Également au sein de l'écosystème plus général ingénieur, pour essayer de faire vivre un petit peu ces espaces de réflexion dans la communauté ingénieure. Donc on n'est pas sectaire simplement entre X, mais on accueille aussi tous ceux qui le veulent et d'autres écoles d'ingé, et même si vous n'avez pas fait l'école d'ingé, et même si vous n'avez pas fait d'études, ou enfin ce que vous voulez. En tout cas, c'est une association ouverte à tous. Et donc du coup, donc dans X, enfin dans Polytechnique, dans la communauté ingénieure, aussi dans le débat public, pour essayer aussi de porter une voix, alors souvent identifiée comme voix ingénieure, mais en tout cas dans le débat public. Donc on écrit des notes sur divers sujets. On a écrit une note sur le numérique, par exemple, il y a quelques années. On est en train de faire deux gros travaux, un sur l'intelligence artificielle et un sur l'industrie en ce moment. On réfléchit aussi beaucoup à tout ce qui est les compétences techniques au sein de l'État, comment ça fonctionne. Peut-être qu'on en parlera aussi ce soir. Donc voilà, on écrit des notes, on organise comme ça des conférences, on a un blog sur lequel vous pouvez vous exprimer, et surtout on recrute. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé pour mener projets avec nous, pour vous insérer, pour contribuer au groupe de travail qu'on a, pour organiser des événements avec nous, etc., même des apéros, etc. On est complètement preneurs. Donc n'hésitez pas à venir aussi nous parler à la fin de la séance. Il y a aussi des collègues ici au premier rang qui peuvent se signaler d'ailleurs si vous voulez. Voilà, Yves et Daniel notamment. N'hésitez pas à venir discuter avec nous pour en apprendre plus sur l'asso, et puis si vous voulez faire des choses avec nous. Cette soirée, elle est aussi organisée avec deux associations qui sont dans l'écosystème alumni de Polytechnique. La première, c'est la Sphinx. Peut-être Thomas, si tu veux lever la main pour qu'on t'identifie, si quelqu'un aussi, si vous avez envie de discuter ensuite avec la Sphinx, qui mène un travail de réflexion et d'action hyper important sur l'école polytechnique et comment elle pourrait se transformer pour se mettre davantage au service de l'intérêt général. Et également avec X Urgence écologique, donc pareil Clément, si tu veux lever la main pour qu'on t'identifie, qui rassemble des polytechniciens, polytechniciennes engagés pour l'urgence écologique. Donc
ce soir, ça avait du sens de faire cet événement ensemble. On a déjà plusieurs fois organisé des choses ensemble, des rencontres, etc. Donc, c'était l'occasion aussi avec Anne-Laure de te recevoir tous les trois ensemble. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Donc encore une fois, un grand merci à Anne-Laure Delade d'être là ce soir parmi nous pour nous parler de son travail. Donc Anne-Laure Delade travaille, alors je vais le résumer par une formule et puis tu corrigeras et tu compléteras ensuite. Anne-Laure Delade travaille sur les liens entre économie et politique et comment l'économie façonne le politique et le politique façonne l'économie. C'est très large, je te laisserai préciser. Et donc, tu as écrit un livre qui s'appelle L'État droit dans le mur, rebâtir l'action publique, édité chez Fayard, publié l'année dernière, c'est ça ? qu'on vous propose aussi à la vente à la fin de la conférence si vous le souhaitez. Et tu animes un podcast qui s'appelle Un Shot d'écho, dans lequel tu vulgarises des sujets d'économie en lien avec l'actualité politique, économique du moment. Donc un grand merci d'être là. Donc on va te laisser la parole pendant environ 40 minutes. Tu as quelques slides que je me chargerai de faire défiler. Ok, ça marche, comme tu préfères. De toute façon, je crois que je n'ai plus de place, donc je vais devoir rester là. Et ensuite, on ouvrira la parole dans la salle. Voilà, le but, c'est d'avoir aussi une discussion à partir de ce que va nous dire Anne-Laure, à partir éventuellement aussi de chacun son expérience, ce qu'il a pu ou ce qu'elle a pu constater dans un univers, je ne sais pas, professionnel, associatif, privé, etc. Donc voilà, merci beaucoup et je te cède donc la parole. Merci beaucoup Samuel. J'avais l'intention de me lever, mais je vais sans doute rester assise parce que sinon je gigotais dans tous les sens. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être là et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens. Vraiment, c'est un grand honneur d'être là. Un peu impressionnée parce que j'imagine qu'il y a une majorité d'X, même si les autres sont aussi intelligents, mais disons que vous avez une réputation qui vous précède. Alors pour compléter, juste, je suis chercheur au CNRS associé à Paris-Dauphine. Je suis économiste avec effectivement une perspective d'économie politique, mais je travaille essentiellement avec des données. Et l'autre point, c'est que le podcast s'est arrêté il y a 1 an environ. Vous pouvez toujours le trouver sur les bonnes plateformes. Mais à la place, depuis la sortie du bouquin, j'ai eu la chance d'être intégrée à l'équipe de On n'arrête pas l'écho le samedi matin sur France Inter. Donc vous m'entendrez 1 fois par mois débattre avec un ou une économiste sur des sujets assez divers. Voilà, alors merci beaucoup. Donc le livre est sorti effectivement il y a 1 an, le 15 avril 2023. Il est encore en vente et je peux le signer après la présentation. Ce qui est intéressant, c'est que je n'arrête pas de tirer des fils en fait, de ce bouquin. En fait, en général, quand on est chercheur, on essaye d'écrire un livre à l'issue de publications universitaires. Moi, j'ai fait une exception. En fait, j'ai passé mon habilitation à diriger les recherches, donc j'avais envie de faire un bouquin de ça. Et en commençant le bouquin, je me suis dit, mais en fait, il y a plein de choses que je ne comprends pas. Et donc, ce que j'ai fait là, c'est plutôt une recherche originale qui est encore au niveau très descriptif, mais qui est très bien pour un bouquin grand public. Je vais vous raconter un peu ce que je raconte dedans. Mais l'idée, c'est de tirer des fils pour en faire des recherches scientifiques et éventuellement un bouquin dans le monde anglo-saxon, parce que je suis allée raconter cette histoire aux États-Unis et figurez-vous que ça les a beaucoup intéressés parce qu'ils pensaient que la France était un méchant État très interventionniste, en tout cas très prélevant beaucoup sur les entreprises et les ménages. Pour financer des choses qui sont insensées. Et en fait, ça les a intéressés que je leur montre que ce n'était pas exactement le cas et que ça avait pas mal changé depuis quelques temps. Voilà. Alors, j'ai fait quelques slides. C'est surtout... Bon, le texte, il est moins important que les graphiques parce qu'il y a quand même pas mal de... Il y a eu un gros travail de données, donc finalement, je vais me lever parce que sinon, je ne verrai rien.
Bon, juste le contexte. Effectivement, je vais vous parler beaucoup d'action publique de l'État. Et c'est un vieil enjeu qui est étudié à la fois par les économistes et les politistes, mais qui se renouvelle dans le contexte de la crise climatique. Quelque chose qu'on entend à peu près tous les jours en ce moment, c'est est-ce que l'État dépense trop ? Est-ce qu'on peut encore se permettre la qualité de l'action publique du passé, et en particulier des 30 Glorieuses ? Est-ce qu'il faut réduire les services publics et ou la protection sociale pour faire face aux enjeux climatiques, puisqu'on va avoir une contrainte de ressources publiques ? En tout cas, il semble que ça va nous coûter très cher, cette crise climatique, cette crise écologique plutôt. Et donc, quel type de sacrifice il va falloir faire ? Est-ce qu'il faut vraiment faire des sacrifices ? Est-ce que c'est à la lecture de ça qu'il faut lire ? Enfin, est-ce que c'est à cette aune qu'il faut comprendre les attaques régulières sur la protection sociale française et les services publics ? Quel est le rôle de l'action publique face à la crise climatique ? Est-ce que ça va venir plutôt des entreprises ou plutôt des ménages ou du marché, excusez-moi, plutôt des entreprises ou plutôt de l'État, la réponse. Et encore, dernière question, est-ce qu'on peut conserver notre régime de croissance et lutter contre le réchauffement climatique, mais plus généralement la dégradation écologique ? Ça, je n'y répondrai pas à cette dernière question, mais pas ici, mais on pourra en discuter ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que évidemment, il y a un renouvellement à l'aune de la crise écologique, mais en plus, on est dans un contexte, j'allais dire particulier, en tout cas particulièrement aigu, qui est celui d'une grande partie de la population, en tout cas une partie croissante de la population, qui ne croit pas que l'État soit la solution, voire même que c'est en fait le problème de la crise écologique. Alors j'ai essayé de me souvenir d'un slogan, j'étais à une marche féministe hier soir, on a fini à 100 mètres d'ici, et il y a un slogan, je pense que j'ai des amis qui vont arriver qui me le diront après, mais en gros, il y a un slogan qui revient en permanence. Alors moi, autant je crie pendant les manifs, mais là je ne peux pas crier parce que ça dit quelque chose contre l'État. Mais je vous le retrouverai quand elles arriveront, mais en fait, ça traduit, je pense, l'idée qu'il y a une crise de légitimité en fait, de l'État. Alors j'allais vous dire, c'est plus aigu aujourd'hui, ça a toujours été le cas. Hein. Je veux dire, l'État cherche sa légitimité en permanence, et en particulier sur des questions fiscales et budgétaires, puisque c'est la répartition des ressources, donc il faut être sacrément légitime pour faire ça. Mais on y reviendra sans doute en conclusion. On peut peut-être comprendre la montée de l'extrême droite à cette lecture-là. Alors du coup, la question, c'est quelle action publique pour faire face à la crise climatique ? Je veux bien que tu tournes le slide, merci. Donc l'agenda de l'ouvrage, je vais vous dire ce que je vais vous raconter ce soir, mais en gros, dans le bouquin, je caractérise la nature de l'action publique contemporaine. Donc j'essaye de travailler au maximum avec, d'historiciser l'action publique française, en commençant, quand je peux, avec des données qui commencent en 1949, parce que ces données sont disponibles à l'INSEE et à la Banque de France. Il se trouve qu'aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de données qui commencent en 1979, mais, parce que je vais faire un point particulier. Mais l'idée, ça a été vraiment de donner une perspective longue sur les transformations de l'État dans la société française. Alors j'essaye d'avoir une couverture qui est à la fois exhaustive et assez originale, mais un peu casse-gueule finalement, si vous êtes chercheur en économie, parce que je m'intéresse à la fois à l'action publique du Trésor, donc tout ce qui touche aux recettes et aux dépenses, d'accord, donc budgétaire et fiscal. Je vais vous parler beaucoup de dépenses ce soir et de fiscalité. Et je m'intéresse aussi dans le livre à l'action publique monétaire, c'est-à-dire ce que fait la Banque centrale. Je ne vais pas vous en parler ce soir, c'est dans le livre, et ça c'était ma spécialité au départ. Moi je viens de l'économie monétaire et financière, et donc en fait ce que j'ai fait, j'ai essayé de comprendre ce que je ne comprenais pas jusqu'ici, le budgétaire et le fiscal. Donc c'est plutôt ça la partie nouvelle dans les recherches. Pourquoi c'est casse-gueule ? Parce qu'en général,
disons que l'expertise scientifique fait qu'on travaille pas mal en silo, qu'on se spécialise beaucoup sur des domaines, et que si vous êtes spécialisé en économie monétaire, vous n'y comprenez rien à l'économie budgétaire et vice-versa. Donc j'ai essayé, alors comme j'ai passé ma thèse il y a longtemps et que j'ai l'âge qui fait que je peux prendre des risques, j'ai essayé d'étendre au maximum, mais il y a des choses qui... Enfin voilà, donc j'ai l'impression que ça me donne une grande vision de l'action publique, mais il y a plein de choses qui sont nouvelles pour moi. Et il y a un découpage un peu inédit qui est que je distingue l'action publique au service des entreprises et l'action publique au service des ménages. Ce qui me permet de vous parler aujourd'hui de cette fameuse relation toxique entre l'État et les entreprises. Un dernier mot de méthodologie, en général, on ne distingue pas trop ça. En fait, les économistes, ce qu'ils aiment bien, c'est dire, surtout en fiscalité, c'est de dire qu'à la fin, ce sont toujours des ménages qui payent des impôts. Parce que le patron, il est en fait détenteur du capital de l'entreprise. Donc à la fin, la fiscalité, il y a pas dans l'entreprise, c'est pas un agent économique. Les agents économiques, ce sont des ménages. Moi, j'ai voulu, comme je viens de la macro, j'ai voulu essayer de comprendre quand même, parce que en fait, on n'a pas des comportements. Enfin, quand on met en place, je vais vous parler beaucoup de niches fiscales. Quand on met en place des niches fiscales, en fait, on attend des comportements très différents des entreprises et des ménages. Donc c'est ça que j'ai essayé de comprendre. Et le point important, c'est aussi que je voulais essayer de voir si l'État, finalement, s'était mis au service du marché, tel que Foucault le prédisait dans les années 70 au tournant de la nature de l'action publique et au tournant néolibéral, quand le néolibéralisme commence. Donc regarder les entreprises et le marché m'a permis d'essayer m'a permis de documenter ça. Alors ensuite, je regarde, une fois que j'ai fait tout ce travail de données, je regarde un peu les implications en termes de crise et pour la crise écologique, et j'essaye de donner quelques solutions pour une nouvelle action publique. Les principaux messages du livre, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, l'État intervient davantage aujourd'hui que pendant les 30 Glorieuses, à la fois dans son action monétaire et dans son action budgétaire et fiscale. C'est-à-dire qu'en fait, on a un État qui intervient énormément. Il intervient, en revanche, dans des modalités extrêmement, enfin, disons, très différentes d'avant les années 70, 80, et disons que le tournant, il est vraiment dans les années 90. Mais disons que on a une action publique qui s'est accrue, et une grosse partie de l'accroissement, de l'augmentation de l'action publique, en fait, elle a bénéficié plutôt au marché. C'est ce qui donc me fait confirmer la prédiction de Foucault, qui disait que l'État allait devenir le régisseur, enfin, non, il ne disait pas le régisseur lui, mais il disait que l'État allait se tourner au service du marché. Et effectivement, on a aujourd'hui une action publique, un État qui pense que, en fait, le marché, c'est mieux. Le marché est le meilleur allocateur des ressources, que dans tous les cas, il vaut mieux que ce soit le marché qui fasse cette allocation. Parfois, le marché ne fonctionne pas bien parce qu'il y a des défaillances de marché. Il faut les corriger, c'est le travail de l'État. Donc l'État peut intervenir quand il corrige les défaillances de marché, mais dans l'ensemble, le rôle d'intervention dans l'État, ce qu'on apprend à nos étudiants, c'est qu'il ne faut pas que l'État intervienne comme dans les années 60 où on faisait de la planification, c'est vraiment pour venir corriger des erreurs, des défaillances. Et donc vraiment, il faut voir l'État comme un régisseur de marché, comme celui qui fait que ça fonctionne. Et bien ça fait qu'en fait, on a une des implications, c'est que je vais vous montrer du côté budgétaire, mais on a le même pendant, la même chose du côté monétaire. En fait, une grosse partie de l'intervention publique, elle va aux activités polluantes. Alors, donc, je vous parle aujourd'hui d'actions publiques budgétaires. Voilà. Donc, je vais commencer juste par des choses toutes bêtes.
dans le bouquin, il y a un chapitre sur qui paye des impôts, quelles sont les proportions, etc. Je passe ça, mais on pourra en reparler si vous voulez. Je voulais juste vous dire, ça c'est la part qu'on voit de l'iceberg. Ça, c'est les dépenses directes, c'est ce qu'on appelle les subventions et transferts, d'accord ? Et ça représente en fait à peu près 5% du PIB depuis 1949 jusqu'à aujourd'hui. En fait, il faut enlever l'année 2020 et 2021 parce qu'il s'est passé des choses trop curieuses, en fait, trop dans les extrêmes pour que ça soit bien analysé. Donc, dans d'autres graphiques, vous les aurez plus. Mais et vous voyez que bon, en fait, c'est relativement stable. Hein, c'est autour de 5% du PIB. Enfin, ça paraît comme ça, mais c'est juste un effet d'échelle. Et surtout, c'est à peu près bien. Enfin, c'est surtout à partir des années 80, c'est à peu près réparti entre des subventions pour les ménages et des subventions pour les entreprises. Mais ça, c'est ce qu'on appelle les dépenses directes de l'État. Et ça ne représente que 5% du PIB. En revanche, il y a une partie sous la mer, immergée, qui consiste en ce qu'on appelle des dépenses indirectes, où l'administration appelle ça des dépenses fiscales. En gros, nous, on appelle ça des niches fiscales et des exonérations sociales. Okay, donc les niches fiscales, c'est tous les dispositifs dérogatoires, tous les dispositifs qui permettent de déroger à la norme fiscale. Et donc ça, on n'a pas. En fait, c'est pas inscrit. Si vous regardez les comptes publics de l'INSEE, c'est pas inscrit dans la comptabilité nationale. Pourquoi ? Parce que c'est pas de la dépense directe. En fait, c'est du manque à gagner. Comme c'est une dérogation à la loi. C'est une exonération fiscale pour tel motif, c'est un crédit d'impôt, par exemple crédit d'impôt recherche. C'est en fait, tant que vous n'avez pas, dans un crédit d'impôt, vous pouvez payer moins d'impôts et recevoir un crédit. Là, je vous parle que de la partie où vous payez moins d'impôts. Comme c'est une dérogation, c'est un manque à gagner, et donc ça n'apparaît pas directement dans la comptabilité. Ça apparaît de deux façons. Ça apparaît dans les montants effectifs qui sont payés par les entreprises et les ménages, parce que plus vous avez de dérogations, moins vous payez d'impôts. Mais c'est compliqué d'estimer vraiment la part qui est liée aux dérogations et la part qui est liée à l'activité. Et c'est, en revanche, il y a une transparence depuis 1979 où la loi a obligé l'État à reporter le coût de chaque dispositif dérogatif dans une annexe du projet de loi des finances. Donc dans l'annexe voies et moyens, vous avez depuis 1979, ligne à ligne, tous les dispositifs et le coût estimé de chaque dispositif. Ça a fait... alors, pourquoi il y a ces photos-là ? Parce que en fait, les PLF sont, enfin les projets de loi de finances, les documents ont été mis en version électronique à partir de 2001, mais avant 2001, c'est que du papier. Donc, il a fallu aller chercher à la main aux archives et collecter à la main tous les montants. Et en fait, il y a des années, vous avez 450 dispositifs avec à chaque fois le libellé, la finalité, le montant. Enfin, il y a pas mal de trucs à collecter. Bon, ça, c'est le boulot des chercheurs. Et on a fait ça. Alors, c'est Ayman Abdel-Salam, un doctorant de Lille, qui m'a aidé à faire ça. Et on a complété ça avec tous les dispositifs d'exonération sociale. Donc, là, je vais vous montrer tous les dispositifs qui permettent de payer moins de prélèvements, à la fois moins d'impôts et à la fois moins de cotisations sociales. Juste un point. C'est pas parce que vous avez, c'est pas complètement correct d'additionner l'ensemble des dispositifs et de dire voilà, ça coûte tant. Pourtant, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai pas mal fait dans le bouquin, je l'ai pas mal fait dans les médias. On pourra discuter de, en fait, juste, c'est parce que c'est très impactant les chiffres.
et que c'est très important en termes de points de PIB, vous allez voir, c'est supérieur à l'éducation et à la recherche, par exemple. Là où c'est juste pour une question de rigueur, en fait, si vous enlevez un crédit d'impôt, vous n'êtes pas sûr de récupérer toutes les recettes. Pourquoi ? Parce que vous allez changer le comportement de l'entreprise, donc il est possible que si vraiment votre crédit marche, bah en fait, elle va réduire son activité, parce que vous ne l'aidez plus. À l'inverse, ça peut aussi avoir d'autres effets sur l'activité positifs. Donc c'est pas exactement, on ne peut pas faire vraiment la somme. Voilà. Le total n'est pas exactement égal à la somme de l'ensemble des dispositifs. Peu importe, voilà, je vous ai expliqué pourquoi c'est pas exactement rigoureux de le faire, mais je vais le faire juste après. Voilà, alors le résultat de la collecte pour l'instant, c'est entreprises et ménages. Et donc, vous voyez, donc c'est en anglais parce que c'est des graphiques que je suis allée montrer aux États-Unis, mais vous avez les subventions en vert et tout le reste en orange et en bleu. La raison pour laquelle ça commence en 95, le bleu, donc les exonérations sociales, c'est que, en fait, les PLFSS, les projets de loi de finances de la sécurité sociale, ne les ont reportés qu'à partir de 95. Mais il se trouve qu'en fait, les exonérations sociales ont essentiellement commencé sous Balladur. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment un artefact. Ça commence vraiment à ce moment-là. On peut considérer que c'est Peanuts juste avant. Donc là, on a vraiment l'ensemble. Et regardez, c'est du pourcentage de PIB avec tout ce que je viens de vous dire. Disons que ce qui est peut-être intéressant, c'est de se dire, en gros, ça a été multiplié par 2. Hein, on ne va pas regarder les points de PIB, mais vous voyez qu'il y a une dynamique vraiment croissante et que ça a été multiplié par 2 et que, en fait, comme je vous disais au début, les subventions n'ont pas augmenté. Donc, en fait, c'est essentiellement les exonérations sociales et les niches fiscales qui ont fait ça. Alors maintenant, la question, c'est qui en a bénéficié ? Et donc, vous avez les entreprises et les ménages sur chaque graphique, et vous avez ça par sous-période. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que, regardez, les ménages, ça reste stable, autour de 5% du PIB, alors qu'en fait, on est en dessous de 4 dans la première période, les 15 premières années, et on est au-dessus de 8 pour la dernière période, donc pour les entreprises. Donc en fait, 2 messages, l'augmentation, l'augmentation des aides publiques, de toutes ces dépenses directes et indirectes, c'est essentiellement de la dépense indirecte. Et deuxième message, en fait, c'est essentiellement les entreprises qui en ont bénéficié, sous forme d'exonération fiscale et d'exonération sociale. C'est bon jusqu'ici ? Ok. Donc voilà, je pense que j'ai déjà dit ça. Les aides publiques de soutien à l'économie ont progressé considérablement, principalement sous forme de niche fiscale. Les entreprises ont bénéficié de cette augmentation sans baisse pour les ménages. Alors ça, oui, c'est intéressant. C'est qu'en fait, les niches fiscales, du côté ménage, elles ont tendance à bénéficier essentiellement aux riches. Parce qu'il faut déjà payer des impôts pour bénéficier de niches fiscales. Donc ce qui est intéressant, d'un point de vue, disons, de l'équité, c'est qu'on a augmenté ces dispositifs pour les entreprises sans retirer aux ménages et donc sans effet, sans retirer aux riches, en gros, les cadeaux dont ils pouvaient bénéficier. Alors, est-ce que ces aides sont compatibles avec des objectifs de transition ? C'est la prochaine question. Et est-ce qu'elles ont eu un effet sur les finances publiques ? Alors, ce que j'ai fait là, en fait, ces exonérations fiscales et donc les dépenses fiscales, les crédits d'impôt, etc. Un point peut-être avant d'aborder ce graphique-là, c'est que
Ce que j'ai oublié de vous dire en introduction, c'est qu'il y a déjà eu pas mal de rapports là-dessus. La Cour des comptes a fait quelques rapports sur les dépenses fiscales. Il y a des rapports par des... Enfin, il y a un rapport public là-dessus. Et à chaque fois, en fait, c'est intéressant parce que quand vous lisez, vous retenez, oh là, il y a beaucoup de dispositifs, c'est vraiment très complexe, on ne sait pas trop comment s'y retrouver. Et donc, en général, on vous donne parfois un montant, mais surtout, on vous donne le nombre de dispositifs. Et en fait, là, ce que nous a permis la base de données, c'est de faire un petit peu de statistiques descriptives et de réaliser qu'en réalité, il y a une grande concentration sur très peu de dispositifs. Donc, certes, là, je n'ai pas le tableau qui donne ça, mais certes, vous avez effectivement 457 dispositifs pour les entreprises, par exemple, en 2020. Quand vous dites ça, vous dites, OK, comme derrière, il y a une expression, c'est comme derrière chaque niche fiscale, il y a un chien qui aboie. Vous vous dites, il faut surtout, il y a 457 chiens qui vont me hurler dessus si je fais quelque chose. Pourquoi choisir ce chien-là plutôt qu'un autre? Voilà, vous retenez uniquement ça. Si vous commencez à vous dire, ah ben oui, mais en fait, il y en a 6 qui comptent vraiment, voire 3 qui comptent vraiment, bah tiens, si on allait regarder un peu ce qu'il y a derrière et si elles sont efficaces, quelles sont leurs implications, etc., ça donne un peu plus d'éléments. Là, par exemple, une des extensions, c'est de prendre cette base de données, de faire de l'analyse textuelle et de dire, voilà, quels étaient les objectifs, et de le faire par mandat politique. Donc, quels étaient les objectifs sous Mitterrand, quels étaient les objectifs sous Chirac, pour les ménages, pour les entreprises, c'était quoi les grandes priorités, comment ça s'est transformé. Voilà, on est en train de travailler là-dessus. Parenthèse fermée. Une fois que j'ai dit ça, en fait, pour nous, là, dans la dernière période, une part très importante de ces dépenses fiscales, ça vient de crédits d'impôt, de 2 crédits d'impôt, le crédit impôt pour la compétitivité et l'emploi, le fameux CICE, qui a été transformé en exonération sociale récemment, et le crédit impôt recherche. En fait, si vous prenez ça, déjà, vous avez 27 milliards par an qui partent en crédit d'impôt. Il y a eu pas mal d'évaluations, pas mal de rapports d'évaluation qui ont été publiés depuis sur ces 2 crédits d'impôt. Et à chaque fois, les évaluations sont assez mitigées. En fait, voire soit elles trouvent rien. En fait, il y a moins d'études, il y a beaucoup moins, je ne sais plus exactement sur le CIR, mais il y a moins d'études qui trouvent des effets positifs que d'études qui trouvent soit rien, soit des effets négatifs. Donc, dans l'ensemble, on n'est pas très à l'aise avec l'efficacité de ces crédits. Moi, je me suis intéressée à autre chose, c'est quels sont les secteurs qui reçoivent ces crédits d'impôt. Et donc là, vous avez le résultat de ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, j'ai pris tous les secteurs français et j'ai mis mes secteurs français dans 5 paniers par émission carbone, des quintiles. Et donc, dans le premier panier, c'est les moins polluants, et dans le 5e palier, c'est les plus polluants. Et regardez, en fait, le plus polluant, c'est le marron foncé. Et rien que sur le CICE, vous avez 5 milliards d'euros par an qui sont distribués à des entreprises très polluantes. Je n'ai pas montré la distribution des émissions carbone en France, mais comme dans tous les pays, en gros, vous avez les 3 premiers paniers qui émettent très peu, et ensuite, panier 4, ça commence à émettre, et alors panier 5, là, c'est vraiment très important. Encore une fois, c'est aussi très concentré. Donc, quand on donne 5 milliards à des secteurs très polluants, ils sont vraiment très polluants. Ça, c'est pour le CICE, et j'ai fait le même travail pour les exonérations sociales, parce que, d'abord, le CICE est devenu une exonération sociale, mais parce que les exonérations sociales, ça coûte sacrément cher. En fait, regardez, le CICE, c'était 20 milliards par an, là, dans la fin de période. On est à 45 milliards d'exonérations sociales chaque année. Et regardez, en fait, mon marron foncé, il représente 7 milliards distribués aux secteurs les plus polluants. Donc, alors, pourquoi c'est le cas ? Parce que en fait, notre système productif, il est carboné.
Donc, comme on reproduit la structure économique, en fait, on ne se pose pas de questions. Et quand on va aider les entreprises, ben, on va aider les plus polluantes. Oui, tu peux passer. Ah non, pas tout de suite, pardon. Donc, la conclusion de ça, une implication, c'est que là, je vous ai montré je vous ai montré toutes les cotisations sociales et un gros crédit d'impôt. On a déjà 12 milliards qui sont dans les limites de ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais on a une grande partie qui est distribuée à du secteur polluant, sachant que le budget transition chaque année, le budget pour la transition, il est environ de 40 milliards. D'accord ? Donc, il était de 37 milliards, il me semble, l'année dernière. Il est de 40 milliards cette année. Ça veut dire que, avec la main gauche, l'État donne 37 ou 40 milliards, distribue 37 ou 40 milliards pour la transition écologique, mais sous forme de subventions pour changer les fenêtres et de plein de choses autour de la transition. Mais de l'autre, en fait, toute cette politique qui a énormément augmenté depuis les années 90, il distribue à des activités extractives et plus généralement polluantes. Donc il y a une vraie injonction contradictoire. Là. Il y a un truc qui ne va pas et qu'il faut absolument interroger. Alors, je vous avais dit une autre implication qui, à mon avis, est intéressante. On sort de la transition, là, c'est juste, à mon avis, un fait stylisé qu'il faut retenir. C'est que, regardez, en fait, ça, c'est le taux effectif net des entreprises en Union européenne dans des pays qui nous ressemblent. J'ai pas pris le Luxembourg, j'ai pas pris les Pays-Bas, parce que c'est des pays qui ont des politiques fiscales extrêmement agressives, qui font très très peu de prélèvements sur leurs entreprises. Mais j'ai pris des pays qui nous ressemblent. Et le taux effectif net, ça veut dire quoi ? C'est vraiment les impôts qui sont payés par les entreprises, moins les subventions qu'elles reçoivent. D'accord ? Donc c'est vraiment en net leur contribution. Et regardez, en fait, la France, elle est en pointillé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé, c'est en pourcentage du PIB, on a commencé, on était effectivement très haut dans la moyenne européenne, on était le plus haut au niveau européen, mais regardez, en fait, on a baissé tout le long de la période et on est aujourd'hui à peu près au niveau de la moyenne européenne. On est légèrement au-dessus de la moyenne européenne. Je fais une pause. C'est important qu'on ait tous ce fait stylisé en tête. Pourquoi ? Parce que, premièrement, quand vous entendez à la radio « Ah, mais la France prélève beaucoup trop ses entreprises », on l'entend tous les jours avec Dominique Seux et d'autres. En fait, on a fait un énorme effort, je ne sais pas s'il faut appeler ça un effort ou des sacrifices, ou en tout cas, on s'est mis dans la moyenne européenne. Ça, c'est des données Eurostat. La deuxième, c'est important parce que vous avez régulièrement, même les politiques de gauche ne l'affirment pas tant que ça. Parce qu'on nous a tellement dit que la France était un pays extrêmement qui prélevait énormément que quand vous dites ça sans un graphique et des données derrière, les gens se disent mais non, c'est pas possible. En fait, on prélève beaucoup les ménages, mais on prélève les entreprises de façon similaire au reste de l'Europe. Le deuxième point que je voudrais avancer, c'est que, en réalité, il est possible que ces dépenses fiscales, donc toutes ces niches fiscales et exonérations sociales, leur objectif, elles ont beau avoir un nom qui s'appelle compétitivité pour la compétitivité et l'emploi, pour l'innovation et la recherche. Vous avez des finalités, je vous dis, on est en train de faire une analyse textuelle derrière, mais ça, c'est un travail qui est en cours. On essaye de regarder si vraiment elles ont été allouées en fonction des objectifs qui sont affichés. Pour l'instant, les résultats ne sont pas très conclusifs. Par exemple, il est possible que en fait, ça n'ait pas corrigé tant que ça de défaillance de marché. Vous avez une grosse défaillance de marché, par exemple, dans tous les pays du monde, c'est que les entreprises n'ont pas assez accès au crédit par rapport à ce qu'elles souhaitent. Il y a plein d'asymétries d'information et il y a des contraintes de crédit. En fait, si vous regardez, c'est pas
là, l'État devrait intervenir et dire, OK, quand une entreprise ne peut pas avoir accès au crédit pour des bonnes raisons, alors qu'elle est en bonne santé financière, c'est là que je devrais intervenir. Bah, c'est pas comme ça que c'est alloué. Donc ça veut dire que ça vient pas corriger quelque chose vraiment, ça vient même pas justifier par une justification théorique l'intervention publique. Et donc, moi, ça m'amène à voir ce narratif. En fait, on a mis en place des dépenses fiscales pour baisser les prélèvements des entreprises. Point. Pas pour faire de la politique industrielle, pas pour faire de l'innovation ou de la recherche. J'espère venir dans 1 ou 2 ans avec des vraies données qui puissent appuyer ça, mais pour l'instant, les premiers résultats, ça indique ça. Ça indique qu'en fait, on avait du mal dans le contrat social français avec le fait de baisser les prélèvements des entreprises. Emmanuel Macron est passé de 33 à 25 sur le taux d'IS des entreprises, le taux sur les bénéfices, l'impôt sur les bénéfices des entreprises. On est passé de 33 à 25, mais ça date de 2017. Regardez, ça commence à baisser bien avant. Et en fait, avant, on peut imaginer qu'on n'était pas vraiment prêt à avoir ce débat-là. En tout cas, on ne l'a pas eu. Donc on n'a pas changé le taux statutaire officiel des entreprises, et vous pouvez toujours avoir Dominique Seux qui dit mais quand même à 33 c'est beaucoup trop élevé, alors qu'en réalité le taux effectif pendant ce temps-là il baissait, grâce ou à cause de l'ensemble des niches fiscales qui ont été mises en place. C'est un des derniers points économiques. C'est quoi les conséquences de ça, de ces choix-là? On peut interroger l'équilibre budgétaire. Et là, encore une fois, un petit argument face à Dominique Seux et Compère, qui dit que vraiment la France est beaucoup trop endettée, qu'on est à la limite de l'Argentine, et que pour résoudre ça, il faut, et on le fait, couper dans les dépenses publiques, parce que c'est vraiment la protection sociale française qui coûte beaucoup trop cher, et les retraites. En réalité, regardez mon graphique où on ne voit rien du tout, mais je l'ai fait par mandat de gouvernement. Donc vous avez Mitterrand, puis la cohabitation, puis Mitterrand, puis une deuxième cohabitation, puis Chirac, puis Jospin, Chirac 2, Sarkozy, Hollande, Emmanuel Macron jusqu'au Covid, Emmanuel Macron sous Covid. Donc premier mandat d'Emmanuel Macron. Et en fait, ce que ça dit tout simplement, c'est que oui, la France vit à crédit, on a plus de dépenses que de recettes depuis toutes ces années. Et donc ça explique qu'on ait du déficit. C'est le solde budgétaire, c'est-à-dire le solde budgétaire il est négatif, on a un déficit fiscal. Mais ce qui est intéressant, c'est que en réalité, regardez, en fait, les recettes ont quand même augmenté un peu, sauf sous le Covid, là, mais elles ont quand même une tendance à augmenter un petit peu. Sauf que comme je viens de vous dire que les recettes fiscales prélevées sur les entreprises, les prélèvements obligatoires sur les entreprises ont baissé, en fait, j'aurais pu vous montrer le graphe suivant, que je n'ai pas mis, mais qui est que, oui, on a continué à prélever, mais beaucoup les entreprises, certes, mais la variation, l'augmentation, elle a pesé sur les ménages. Voilà, et après, il y a probablement un autre exercice à faire qui est sur les dépenses publiques, qu'est-ce qui a augmenté, qu'est-ce qu'on a abaissé. Une chose, par exemple, c'est que les dépenses d'éducation et de recherche n'ont pas arrêté de baisser sur la période. En fait, on a fait des sacrifices en termes de dépenses, ça ne se voit pas là, mais on a fait des sacrifices en termes de dépenses, notamment parce qu'on a une différence, on a un solde budgétaire négatif. Donc le message, une partie des aides publiques aux entreprises n'est pas compatible avec les objectifs de transition, donc il y a des injonctions contradictoires, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, entre ce budget vert et ce qu'on distribue avec les aides publiques. Et on a un objectif de baisse des prélèvements qui est réussi partiellement au prix de l'équilibre budgétaire. C'est un autre narratif, c'est de dire on a du déficit,
et on vit à crédit, certes, mais ça a été un choix aussi, c'est-à-dire que en fait, vous ne pouvez pas baisser les dépenses publiques si facilement. On est en train de le faire là. On a fait de l'austérité dans les années 2010, on est en train de recommencer, mais c'est très coûteux politiquement. Dans aucun pays démocratique, vous sabrez les dépenses publiques sans qu'il y ait une énorme contestation populaire. Et donc, vous sabrez votre électorat, quoi. Et vous n'êtes pas réélu, en gros. Donc, les gouvernements ont beaucoup de mal à baisser les dépenses publiques. Par exemple, aujourd'hui, on annonce 10 milliards, on annonce 20 milliards pour l'année suivante. C'est une hérésie en termes de cycle économique, etc. Mais au final, sur les 10 milliards, on va récupérer 5 milliards. Parce que vous baissez 10 milliards de dépenses publiques, mais en fait, vous récupérez juste 5 milliards. Vous voyez pourquoi ou pas? Non? En fait, quand on baisse de 10 milliards les dépenses publiques, on participe à ralentir le cycle économique. En fait, l'État a un effet sur l'activité. Donc, quand il dépense moins, en fait, tous les gens qui travaillent avec les commandes de l'État, par exemple, toutes les entreprises qui bénéficient des commandes de l'État et qui vont en bénéficier moins, en fait, elles vont avoir moins de revenus. Elles vont éventuellement créer un peu plus de chômage. Donc, en fait, on sait depuis Keynes que la dépense publique a un effet sur l'activité économique. Donc, quand vous réduisez de 10 milliards, en fait, vous réduisez l'activité, donc en réduisant l'activité, vous avez moins de recettes, parce que l'État prélève un pourcentage des recettes. Donc, on dit, c'est le multiplicateur, c'est le fameux multiplicateur keynésien, et donc on dit que si on coupe de 10 milliards, on va réduire de 5 milliards à la fin les dépenses. Non, alors oui, j'ai vraiment pas été claire. Pour récupérer 5, on est obligé de... En fait, pour qu'à la fin ça se voit, parce que je vais avoir moins de recettes, d'accord, pour que le solde budgétaire se réduise de 5 milliards, il faut que je coupe de 10 milliards mes dépenses. Mais ça me fait pas récupérer 10 milliards, ça me fait récupérer que 5 milliards. Parce que j'ai moins de recettes, en fait. Voilà. C'est dur à 20h30 vous imposer ça. Donc, l'idée, c'est que comme on a beaucoup de mal à couper dans les dépenses publiques, pour ce que je viens de vous dire, c'est qu'il faut beaucoup couper pour récupérer un petit peu, et qu'il y a une énorme contestation populaire parce qu'on est en démocratie, en réalité, c'est plutôt, vous accroissez votre déficit et vous allez regarder sur les prélèvements ce que vous pouvez faire, quoi. Donc, j'ai plus que 2 slides. Dans le livre, je propose quelques solutions. La solution qui paraît la plus évidente, c'est de sélectionner les aides publiques, donc de les conditionner aux émissions carbone, par exemple, parce que les émissions carbone, c'est à peu près ce qu'on sait bien mesurer, mais on peut réfléchir à d'autres choses qui incluent davantage que le carbone. Si vous arrivez à sélectionner, vous allez vous retrouver avec des secteurs qui bénéficient de beaucoup moins d'aides publiques, ou alors vous changez plus vite les comportements et vous donnez des incitations à opérer des plans de transition. Mais normalement, vous devriez récupérer un petit peu de sous et ça peut être transféré. Enfin, c'est vraiment le job du budget, c'est de transférer ensuite cet argent que vous avez récupéré vers des secteurs à faible intensité carbone, ou qui sont en train de faire vraiment beaucoup d'efforts. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui ne font pas d'efforts, et il faut qu'on réfléchisse ensemble tous en tant que citoyens à quels sont les bons critères. Mais par exemple, Total, qui annonce et qui affiche un énorme plan de transition, ils émettent beaucoup de titres verts et ils font énormément d'investissements pour réduire leur empreinte carbone. Mais on sait tous que ça, c'est combien, 10 ou 15% de leur investissement, ou peut-être 20, je ne sais plus, mais que 80%, c'est encore de l'investissement dans les énergies extractives. On peut se dire, en fait, c'est pas le volume d'investissement, c'est la part d'investissement pour la transition sur l'ensemble. On peut se dire,
Si vous dépassez 50%, vous avez le droit. Mais on peut aussi se dire, si vous faites encore un investissement sur l'extractif, vous n'avez pas le droit aux aides publiques. Vous voyez, il y a plein de façons de mettre de la sélection sur les aides publiques. Encore faudrait-il avoir ce débat-là. Voilà. Ensuite, donc, alors justement, le troisième point, c'est avoir un contrôle citoyen sur les aides publiques. Et dans le livre, je parle aussi de la politique monétaire. Donc, voilà, avoir plus de contrôle citoyen sur comment est alloué notre argent. J'ai un truc dans le livre, c'est nos impôts financent de la pollution. Donc, à un moment, quand vous payez des impôts, vous avez envie de savoir où ça va et de ne pas légitimer ça. Et enfin, le quatrième point dont j'aurais... Enfin, là, pour l'instant, je ne vais pas vous en parler, mais c'est le verrou de la dette publique et en finir avec le fait que la dette publique qu'on est proche de l'Argentine et qu'on va tous mourir si on ne rembourse pas tout de suite notre dette publique. Mon dernier slide, je crois, voilà. Alors, je vais conclure là-dessus sur peut-être une note un peu plus politique, ou en tout cas d'économie politique. Un des rôles de l'État, c'est d'organiser la répartition des ressources dans une société. C'est la raison pour laquelle on donne, dans une société démocratique, on va essayer de transférer ce pouvoir à des hommes et des femmes politiques qui sont censés représenter la société pour prendre des décisions. Et à la fin, ces décisions, on peut, en économie en tout cas, on peut les résumer à répartir les ressources. Or, la crise écologique va rendre encore plus aigu le conflit de répartition qui est par définition dans l'essence de toute société. C'est-à-dire, à partir du moment où vous n'êtes pas dans une communauté d'esprit, où vous êtes complètement en raccord avec tous vos voisins et vous n'avez... Mais alors là, vraiment, vous êtes complètement OK pour qu'on vous finance, on finance plus à votre voisine qu'à vous parce que vous comprenez ses problèmes. À partir du moment où vous êtes dans des communautés différentes, vous avez des conflits de répartition. Et c'est le rôle de l'État de gérer ces conflits et d'arbitrer ces conflits de répartition. Or, la crise écologique, clairement, elle est en train de rendre plus aigus ces conflits de répartition. Le Covid, qui est le premier événement climatique, en fait le premier événement écologique, pas climatique, mais écologique, de la crise écologique de grande ampleur, a engagé un gros conflit de répartition. En gros, on a augmenté notre dette publique de 15% du PIB, donc c'est très important. Et on s'est demandé comment est-ce qu'on allait financer ça. Il y a des entreprises qui ont reçu beaucoup d'argent, certains ménages en ont reçu, pas d'autres. Enfin, vous voyez, il a fallu faire de la distribution au moment les plus urgents. Ça, c'est un exemple, on va avoir que ça. En fait, on va avoir des événements extrêmes où, comme on a un État qui n'est pas complètement dysfonctionnant, il va nous protéger, mais premièrement, il ne va pas protéger tout le monde de la même façon. Donc là, par exemple, j'ai une partie dans le bouquin qui montre que les entreprises ont beaucoup plus bénéficié que les ménages pendant le Covid. Et deuxièmement, après, une fois que ça a coûté très cher, il faut savoir comment est-ce qu'on finance. Est-ce qu'on augmente les impôts des plus riches? Donc, regardez ce qu'essaye de faire Gabriel Zucman en ce moment. Est-ce qu'on augmente les impôts sur les ménages, les classes moyennes en général, les entreprises, le patrimoine, etc. Or, l'enjeu de la décennie, voire plus, ça va être de régler ces très gros conflits de répartition. Et je pense que, moi, ma lecture de la montée de l'extrême droite aujourd'hui, c'est qu'on fait comme si l'État n'y pouvait rien et on essaye de trouver d'autres responsables. Et en fait, comme l'État est là pour régler les conflits de répartition, mais dès qu'il ne le fait pas bien, quand il le fait bien, on est content, mais on ne lui dit pas trop. Mais par contre, quand il ne le fait pas bien, il subit les conséquences. Et dans une démocratie, en gros, les représentants de l'État ne se font pas réélire. Il y a un jeu qui est en permanence de rester légitime en disant c'est pas complètement moi. C'est pas vraiment
l'État qui est responsable de l'activité économique. Et ça, vous l'entendez quand même depuis 20 ou 30 ans. C'est la mondialisation, c'est le marché, c'est la banque centrale, c'est j'en sais quoi. Il y a aussi une autre façon de faire, c'est de dire en fait, je fais fi des conflits de répartition et je pense que en fait, c'est les musulmans le problème. Je le dis de façon très abrupte, mais je pense qu'une partie de la montée des extrêmes, et en particulier, enfin, j'aime pas moi dire des extrêmes, de l'extrême droite, c'est de dire on va. En fait, on a un énorme problème de répartition, mais on va le cacher sous le tapis et on va parler d'autres problèmes qui vont occuper le terrain pendant ce temps-là. Et on va faire comme ça, et on va essayer de passer la crise de cette façon-là. Ma conclusion, c'est que cette crise écologique, elle va faire beaucoup plus mal aux bas revenus qu'aux revenus. Et l'extrême droite va protéger a priori le statu quo, les grosses entreprises. Ils sont complètement pour les niches fiscales, il n'y a aucun problème, les exonérations sociales, eux ils trouvent ça génial. Et ça c'est du point de vue économique et du point de vue des valeurs, j'ai pas besoin de développer ça. Voilà, donc ma conclusion, c'est que je vous ai dit des choses très économiques, mais derrière, il y a probablement des enjeux politiques à discuter de ça et à se dire, OK, on a un vrai conflit de répartition maintenant, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions pour commencer à le résoudre ? Voilà. Merci beaucoup pour cet exposé très riche, très dense aussi. Je précise que l'Académie du climat, d'ailleurs, nous fait le plaisir d'enregistrer, de capter cette conférence. Merci d'ailleurs aux deux personnes qui sont au fond de la salle et qui s'en occupent. Donc voilà, vous pourrez aussi revisionner cette présentation plus tard. Et puis maintenant aussi, c'est le moment de poser des questions, d'échanger, d'éventuellement témoigner aussi si vous avez des expériences sur ces sujets aussi à partager, n'hésitez pas. Et donc je vois qu'il y a déjà une main levée devant la salle et j'essaierai de circuler avec le micro pendant la séance. Merci. Moi j'ai deux questions. Je suis par là, je ne sais pas si... Je suis là. Première question, est-ce que vous, à un moment ou à un autre, vous avez été auditionné par la Commission des finances de l'Assemblée nationale ? Et deuxième question, dans les graphiques que vous avez présentés, dans la problématique de répartition que vous avez présentée, est-ce qu'il n'y aurait pas une pertinence de manière plus fine à distinguer les dépenses d'investissement des dépenses de fonctionnement, voire les dépenses contraintes, les dépenses obligatoires, des dépenses entre guillemets choisies ? Oui, alors je ne sais pas du coup si c'est votre domaine, mais je me demandais, puisqu'on a parlé principalement de subventions ce soir, est-ce qu'il y a d'autres manières plus efficaces, même plus importantes de régulation qui seraient viables pour les entreprises pour paralyser leurs effets néfastes ou en fait c'est d'autres manières peut-être plus light qu'il faut imaginer ? Je vais faire plusieurs questions et après tu réponds plus. Ouais, réponds et puis après on fait deux par deux, c'est bien. Ok. Alors, audition. Dans ma carrière, j'ai été auditionnée plusieurs fois, oui, à l'Assemblée nationale et notamment par la Commission des finances. Là, il se trouve que je vais être auditionnée par la mission Wasmer-Bozio, qui est exactement là-dessus. En fait, Étienne Wasmer et Antoine Bozio sont en train de regarder. On leur a demandé un rapport public sur les dispositifs fiscaux et sociaux, je crois que ça s'appelle. Donc, je suis auditionnée la semaine prochaine là-dessus. Après, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Vous savez, les auditions publiques,
c'est surtout les rapports publics, on sait comment ça finit. Oui, alors les dépenses contraintes et les dépenses... Enfin, moi, je vous ai parlé assez peu, finalement, d'équilibre budgétaire. Je vous ai juste montré dépenses et recettes. J'ai fait un truc très, très large. Et il faudrait effectivement rentrer dans le détail des dépenses. Est-ce qu'il y a des dépenses qui sont bonnes? Est-ce qu'il y a des dépenses qui ne sont pas bonnes? De l'investissement qui est bon et de l'investissement qui est pas... non, des dépenses publiques bonnes et pas bonnes. Voilà, il y a un sujet là-dessus. Mais c'est un sujet, on n'a pas de réponse vraiment en économie là-dessus. C'est aussi, il y a une importance du débat démocratique là-dessus. On ne peut pas dire, les économistes ne vous disent pas, oui, il y a des mauvaises dépenses et des bonnes dépenses. En fait, il y a des dépenses qui peuvent être justes, mais pas efficaces. Bah, c'est déjà bien si c'est juste et que ce n'est pas complètement efficace. On voudrait que ça soit efficace et juste, mais parfois... vous avez un débat démocratique qui fait que vous préférez la justice à l'efficacité. Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire? Oui, il y en a plein. Moi, j'ai essayé juste... en gros, votre question, c'est est-ce qu'on peut changer le comportement des entreprises? Et en réalité, vous avez la régulation et la fiscalité, quoi, comme deux instruments assez classiques. Et il faut probablement faire les deux. Le point étant que vous êtes encore une fois dans une société avec des intérêts qui ne sont pas toujours alignés et des lobbies qui vont aller contre la réglementation ou des entreprises qui vont essayer de contourner la fiscalité. Et donc, c'est vraiment un jeu de chat et souris, du chat et à la souris qui se dit j'essaye de réglementer, mais en fait, je suis quand même soumis à des influences de lobby. Donc, en fonction du gouvernement que vous avez, il écoute plus ou moins les lobbies. Ou certains lobbies plus que d'autres. Il y en a qui vont écouter plus les syndicats, plus d'autres intérêts. Donc voilà, il faut vraiment avoir ça en tête en permanence. Une société, c'est une somme d'intérêts qui ne sont pas forcément alignés. Et donc le gouvernement, pour le coup, là, doit arbitrer entre ces intérêts-là. Et donc comment est-ce qu'on change les comportements des entreprises? On peut avoir des très bonnes idées je vais essayer d'être un peu plus concrète. Vous pouvez faire une réglementation très dure qui va vous empêcher de faire de l'industrie extractive, mais ça peut aussi être très mal mis en place et votre entreprise va pouvoir contourner ce truc-là, soit en allant le faire ailleurs et c'est pas mieux, soit en déguisant l'activité, j'en sais rien. Donc voilà. Mais en tout cas, la fiscalité, pour moi, la fiscalité est un outil très important d'incitation, en fait. Ça change les comportements, quand même, la fiscalité. Déjà, merci pour la conférence. J'avais une question par rapport à votre hypothèse de début de conférence, qui était de dire qu'on ne peut pas complètement additionner les niches fiscales, parce que, voilà, à quel point cette hypothèse est fausse, puisqu'en fait, c'est l'argument principal, typiquement pour le CICE. Ça a été un surcroît de croissance, un surcroît d'emploi, que sais-je. Donc voilà, à quel point c'est faux, puisque c'est comme ça en général qu'on justifie les niches fiscales en fait. Donc voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question qu'on peut prendre tout de suite? Bonsoir, merci. Petite question par rapport à la mise en place du budget vert ou des budgets verts. Est-ce que vous pensez que ça permettra de mettre en avant ces différentes niches fiscales et le gap qu'il peut y avoir entre les dépenses positives et le manque à gagner? Et est-ce que ça pourrait avoir un impact plus ou moins positif à terme quand on aura les différentes années et qu'on verra les évolutions? Ouais. Pour répondre précisément à votre question, il faut faire un modèle de microsimulation fiscale, c'est-à-dire dont l'unité est l'entreprise. C'est-à-dire vraiment, il faut faire un petit modèle, voire un modèle assez compliqué, où vous vous dites, ok, l'entreprise, mes entreprises sont différentes, c'est très hétérogène, et elles diffèrent en fonction de leur taille, leur intensité capitalistique et leur secteur. Et en fonction de ça,
en fait, ma mesure, elle va avoir un effet différent sur telle entreprise par rapport à d'autres. Et donc, c'est pas si facile que ça. Et c'est pas exactement comme ça qu'on fait pour l'instant. Donc, je peux pas vous répondre. En fait, une autre façon de le dire, c'est que on a fait plein d'évaluations. Il y a plein de rapports d'évaluation du CICE, du CIR, mais on n'a pas une évaluation exhaustive avec un joli modèle, un truc qui pourrait au moins nous donner un ordre de grandeur. Et vous avez raison, c'est vrai que c'est un argument que, en fait, je l'ai intégré cet argument en insistant pendant 5 minutes là-dessus, mais parce que il n'est pas complètement faux. Il n'est pas complètement faux, puisque si, on espère qu'on ne met pas 200 milliards bout à bout pour rien du tout. Mais vous dire que ces 200 milliards ont généré 20 milliards d'activités ou 400, en fait, je ne peux pas vraiment y répondre précisément si je n'ai pas ce modèle-là. Et ce qui est intéressant politiquement, c'est que la question n'est pas vraiment posée, quoi. En fait, c'est ça qu'il faut retenir. C'est qu'on ne se pose pas cette question-là, en ces termes. Dans le bouquin, je dis, on a un truc... on est plus attentif à l'argent public qu'on va mettre à l'hôpital et l'efficacité de l'argent à l'hôpital plutôt que ces aides publiques sur les entreprises. On n'a pas vraiment la même exigence. Budget vert. En fait, la question, c'est est-ce que le budget vert va permettre de mettre à jour ça alors, en fait, il n'y a aucune communication. C'est pas du tout les mêmes gens qui font... Enfin, c'est peut-être à peu près dans la même aile de Bercy, mais c'est pas du tout le même département qui fait le budget vert et qui quantifie ces choses-là. Après, peut-être que dans le rapport Bozio-Wasmer, on va en parler. J'avais parlé avec Antoine Bozio et c'est quelque chose qu'il a en tête. Ça commence à circuler quand même, le fait qu'on aide des entreprises très polluantes et en même temps on donne de la transition. Et donc c'est contradictoire. Mais il n'y a malheureusement pas un effort de coordination encore là-dessus. Oui, moi j'avais une toute petite question de clarification. Et à un moment, on parlait de fiscalité sur les entreprises. Donc, le taux de prélèvement, c'est à peu près 25%. Et sur le graphique, l'échelle, c'était plutôt 10%. Est-ce qu'il y a vraiment 15% de la fiscalité des entreprises qui disparaît comme... Est-ce qu'on perd 15 points ? 25, c'est le taux de prélèvement sur les entreprises. Et le taux de... C'était quoi, la taxation effective que vous avez appelé il était plutôt autour de 10%. Est-ce que ça veut dire que du coup, il y a plus de la moitié qui part en... Ou est-ce que j'ai juste pas compris l'échelle ? Le 25, je sais pas où vous l'avez vu. Non, le 25, vous l'avez dit à l'oral. 33, 25. Oui, et c'est peut-être pas du tout la même chose. Oui, si. Non, en fait, le 25, donc ça, c'est le taux d'imposition sur les bénéfices qui était de 33 avant et de 25 maintenant. Il y a deux choses. Le premier, c'est que vous payez aussi, en tant qu'entreprise, vous payez des impôts de production. La CVAE... c'est un peu moins important que l'impôt sur les bénéfices. Et ça, c'est pas un taux de 33 ou de 25. D'accord ? Donc, si vous faites la moyenne, déjà, vous êtes un peu moins. Mais surtout, oui, l'énorme différence, c'est qu'en fait, personne ne paye le taux statutaire. Tout le monde bénéficie de niches fiscales. Toutes les entreprises. Et l'autre point, c'est que là, en plus, je vous donne les cotisations sociales en plus. Donc dans le 10-11%, là, c'est vraiment le taux de prélèvement quand on prend les impôts et les cotisations sociales sur les entreprises. Mais il y a tellement d'exonérations sociales qu'en réalité, ça a beaucoup réduit ce taux-là. Bonjour, merci pour votre travail. Dans le titre, moi je pense aussi à un autre phénomène qui est celui, là c'est pas strictement national, c'est les entreprises, les firmes multinationales qui peuvent attaquer en justice les États à travers les règlements des différends entre investisseurs et États, et donc demandent des réparations parce qu'il y a eu des changements de législation. Et justement, ça empêche un peu la transition écologique parce que ça empêche de promulguer des lois
qui seront après, parce qu'après ils savent qu'ils vont pouvoir débourser beaucoup d'argent. Je me demandais si là vous saviez à peu près combien je sais que c'est pas vraiment le sujet parce que c'est pas strictement national, mais si vous saviez ce que ça représente. Alors pas du tout. J'ai pas travaillé là-dessus, mais surtout ce que vous mettez en évidence, c'est qu'il y a un rapport de force en fait qui s'instaure entre la puissance publique et le marché, quoi. C'est ça que c'est une illustration du rapport de force. Je sais pas du tout combien ça représente et il faudrait le quantifier, mais ce rapport de force, il y a plein d'autres illustrations, notamment. Justement, si on a baissé de 33 à 25 le taux d'imposition sur le bénéfice, c'est parce qu'il y a une concurrence fiscale internationale et que, en fait, les multinationales, en allant tout le temps faire de l'optimisation fiscale, elles ont imposé le récit que, de toute façon, ça ne servait à rien de les taxer trop. Vous voyez, je ne vous donne pas une réponse directe, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important. Enfin, dans la ligne d'analyse, là, c'est important de comprendre qu'il y a un rapport de force entre les entreprises, les multinationales en particulier, et l'État, mais aussi les petites entreprises, et qu'en fonction de la nature de l'État que vous avez en face de vous, ce rapport de force, il est plus ou moins conflictuel. Et si vous avez un gouvernement qui est assez convaincu que finalement c'est le marché qui a raison, il va céder dans ce rapport de force. Il sera moins en résistance. Mais pardon, je n'ai pas du tout de réponse sur cette question-là. Bonjour, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que vous pourriez redire combien représentaient les subventions directes, hein, et si vous avez fait l'exercice de le mettre en fonction des émissions carbone des entreprises qui en bénéficiaient. Et ma deuxième question, c'est sur le Covid, parce que vous avez dit que c'était le premier événement écologique. Est-ce que vous pouvez expliquer, s'il vous plaît ? Merci, on prend une deuxième question tout de suite. Oui, donc tout à l'heure vous avez mentionné 2 leviers d'action pour l'État, donc essentiellement la fiscalité et puis la régulation. Mais est-ce qu'il ne serait pas envisageable de rajouter à ça directement la prise de contrôle directe des entreprises, au moins de façon temporaire, comme ça a pu se faire lors de conflits armés? Et voilà, globalement, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est déjà pas mal. Sur les subventions, malheureusement, j'ai pas le graphique, mais je l'ai fait aussi et c'est la même tête. C'est vraiment la même tête que le CICE en fait. C'est que vous avez, je crois que si je me souviens bien, c'est 1/4 des subventions qui va aux secteurs les plus polluants. Donc, c'est vraiment la même dynamique. Sur l'événement extrême Covid, ce que je veux dire, c'est qu'il me semble, si j'ai bien compris, que le Covid est lié à une dégradation de la biodiversité, qui est donc une conséquence de la crise climatique. Et voilà, c'est comme ça que je lis, moi, le Covid comme le premier événement extrême. Il y a eu d'autres événements avant, mais un événement mondial qui a touché de façon aussi importante l'ensemble des citoyens et citoyennes, pour moi, c'est vraiment le premier événement d'une longue séquence, hein, malheureusement, d'après ce que nous racontent les scientifiques du GIEC. Prise de contrôle. Alors, oui, mais pas forcément par la puissance publique. Il n'y a pas de raison que les fonctionnaires sachent mieux que les gens qui travaillent dans des secteurs économiques. Et en fait, vraiment, il n'y a pas de raison. Je veux dire, les gens dans la fonction publique ont été formés à l'ENA. Ils sont peut-être très bien formés, mais on a aussi beaucoup d'exemples de très mauvaise gestion par l'action publique. En revanche, quelque chose auquel moi je crois beaucoup plus, c'est les entreprises coopératives. Merci. C'est les entreprises coopératives où vous allez donner, en fait, vous allez céder une part du capital aux salariés. Et là, il me semble que c'est beaucoup plus intéressant parce que vous maintenez le projet de l'entreprise et l'intérêt de l'entreprise chez des gens qui, a priori, ont une bonne connaissance puisqu'ils y travaillent déjà.
et vous alignez les intérêts de l'entreprise avec leurs propres intérêts. Ça peut ne pas donner de bonnes choses, mais on peut quand même imaginer que, disons que ça peut divertir un petit peu l'aspect profit en premier, vous voyez, comme tel qu'on a aujourd'hui dans la plupart des entreprises, en fait, évidemment, on est dans un système capitaliste. On pourrait envisager ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des expériences, il y a une belle expérience, mais qui n'est pas allée jusqu'au bout, dans un pays scandinave, où, alors c'est à la fin des années 60, ils ont imaginé, c'était un gouvernement assez progressiste, qui a imaginé de prendre tout le capital privé, des entreprises privées dans ce pays, et d'en donner un pourcentage chaque année aux salariés. Donc ce n'est pas une expropriation directe, mais c'est, disons que chaque année, les salariés... Vous voyez, vous travaillez dans une entreprise, en fait, chaque année, vous récupérez, les salariés récupèrent 3% du capital. Ça veut dire que la première année, il ne reste plus que 90% pour les actionnaires. Après, 94, 91, etc. Et en fait, c'est une expropriation, entre guillemets, douce, mais qui peut, l'objectif étant par exemple que les salariés détiennent 50% du capital de leur entreprise au bout de 10 ou 15 ans. Ce serait vraiment bien de faire ça. Il me semble que ça pourrait changer la fonction d'utilité dans les entreprises. Merci. Fonction objectif. Bonsoir, merci pour votre présentation. J'ai une question sur la séparation que vous faites entre les exonérations faites aux ménages et aux entreprises. Est-ce que, in fine, par exemple, en termes de pouvoir d'achat, ça ne revient pas au même? Et même si pour aller vers une transition écologique, on n'aurait pas intérêt, est-ce que l'État n'aurait pas intérêt à financer les entreprises que les consommateurs qui vont consommer de façon indiscriminée? Est-ce que l'État n'a pas plus de levier d'action en faisant des exonérations aux entreprises? Merci. Alors moi, j'avoue que j'ai tellement de trucs qui me viennent dans la tête que c'est pas facile, mais oui, en fait, j'avais une première question par rapport à la justification de ça, parce que finalement, vous l'avez pas vraiment donné. Vous avez peut-être une explication de pourquoi on fait ça vraiment, parce que la justification théorique apparemment, elle est pas valable. Donc, est-ce qu'il y a une justification pratique? Alors moi, je m'étais dit peut-être que la justification pratique, c'est la stimulation de l'activité économique et aussi le fait de maintenir la compétitivité des entreprises de manière à finalement, on a des entreprises qui sont peut-être assez performantes. Il faut quand même pas qu'elles coulent parce qu'il faut maintenir l'activité en France. Et donc, du coup, on fait ça pour ça, quoi. Et après, l'autre question, c'est la question que vous avez dit que vous adresseriez, que vous expliquerez pas par rapport à l'idée de décroissance ou pas. Et je pense qu'elle se pose parce que du coup, si effectivement il faut diminuer l'activité économique, ça veut dire qu'on est en contresens par rapport à ce qu'il faut faire en faisant ça, quoi. Donc voilà toutes mes réflexions. Je sais pas. Alors, faut-il aider plus les entreprises que les ménages? Ça s'étudie, en fait. Déjà, moi, le premier message du bouquin, c'est ça s'étudie. En fait, il faut l'examiner. Il faudrait essayer de faire une évaluation. On le fait de plus en plus, mais une évaluation de toutes les politiques publiques qui sont mises en place. Ce que vous sous-entendez quand vous dites, mais ça a peut-être plus d'effet sur le pouvoir d'achat, c'est que vous dites, si j'aide les entreprises, si j'aide une entreprise, ça va avoir un effet sur l'emploi et donc derrière, ça va donner du pouvoir d'achat aux consommateurs. D'abord, l'objectif, c'est pas de redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs, il me semble, en tout cas dans un objectif de transition pour faire la transition avec ce que vous venez de dire. Mais encore faudrait-il que ça ait un effet. Et on n'est pas sûr toujours que ça a un effet. Donc je fais le lien avec la deuxième question. Pourquoi on a fait ça? Encore une fois, j'espère avoir des choses un peu plus documentées dans quelques temps. Mais si on admet que ce n'est pas vraiment venu corriger des défaillances de marché, si on n'a pas vraiment répondu à des justifications théoriques, alors
j'ai essayé de vous le dire tout à l'heure, effectivement, c'était maintenir la compétitivité des entreprises, entre guillemets, c'est-à-dire mettre le prélèvement des entreprises françaises au niveau des entreprises européennes. Ça devait être ça, en fait, l'objectif. Pas complètement assumé et pas complètement... Enfin, je veux dire, ça s'est fait sur 25 ans, sur 4 ou 5 gouvernements différents, donc, enfin, voire plus. Donc, mais oui, probablement, et là, il faudrait faire une sociologie de l'État, mais probablement, il y a un grand narratif qui est il faut qu'on soit compétitif, il faut baisser le prélèvement des entreprises. Je pense que c'est ça la justification derrière. Une façon de le montrer, encore une fois, c'est de dire bah, en fait, ça a répondu à aucun critère vraiment rationnel, donc derrière, ça doit être ça. Après, vous vous dites, bah, d'accord, bah, du coup, si c'est ça, il fallait le faire, puisqu'on s'est mis dans la moyenne. Bah, on ne connaît pas le contrefactuel, en fait. D'abord, il y a une chose importante, c'est qu'on a quand même un des systèmes les plus protecteurs, systèmes de protection sociale les plus généreux, et en fait, c'est une façon de dégrader cette protection sociale. Or, est-ce que vraiment on a un accord dans la population là-dessus ? Oui, il y a la mondialisation, oui, il y a un grand narratif sur il y a la concurrence internationale et on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais en fait, si vous demandez, ça c'est hyper intéressant, spectre politique droite-gauche, les gens, ils n'ont pas du tout envie d'avoir un hôpital pourri et de payer leur santé comme on le fait même en Allemagne. En fait, on paye beaucoup plus cher sa santé en Allemagne qu'en France. Donc est-ce qu'il y avait vraiment un accord politique là-dessus ? C'est pas sûr. C'est ça que j'ai essayé de vous montrer sur le fait que voilà, il peut avoir des implications budgétaires. Et l'autre point, c'est comme en fait on n'a pas tant que ça dégradé. Si vous regardez la protection sociale, la retraite, les retraites, ça coûte toujours 14% du PIB. C'était à 12 il y a 25 ans, donc en fait, c'est pas vrai. Les retraites, elles ont commencé à baisser il y a 5-6 ans. C'est pas ce qui s'est passé là qui peut vraiment expliquer la dégradation du système. L'hôpital, pour l'instant, on craque de partout, mais pas parce qu'il y a moins de dépenses, c'est plutôt parce qu'il y a des gros besoins. Mais vous regardez l'éducation et la recherche, c'est vraiment... là, c'est très impressionnant. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait un vrai sacrifice. On a moins prélevé nos entreprises. Il a bien fallu à un moment couper quelque part, et on a coupé dans quelques endroits. Je peux vous dire que l'éducation et la recherche, c'est vraiment... c'est frappant, on a perdu 1 point de PIB. C'est énorme, enfin 1 point de PIB pour on a perdu 1 point de PIB sur l'ensemble de la période. Heureusement pas. Sur l'ensemble, sur éducation et recherche. Ça, non seulement je ne pense pas que les gens soient complètement d'accord avec ça, mais en plus c'est un très mauvais choix du point de vue de la croissance, puisque vous détériorez pour le coup, le capital humain de votre population. Donc en termes de... Si on voulait être compétitif, c'est raté. Parce qu'en fait, on a des gens qui sont moins éduqués. On va prendre peut-être une dernière série de questions avant de conclure. Hop là. Il est temps de conclure. Merci beaucoup pour la présentation. Je reste sur ce graphique et ce que ça a l'air d'illustrer sur les exonérations fiscales, c'est qu'en fait, on cherche à cibler des exonérations ou des subventions, mais qu'au final, ça se répartit de manière relativement uniforme dans les entreprises. Et du coup, quelle est l'alternative si on veut mettre une bonne subvention, ou d'ailleurs exonération ni fiscale, mais pour la transition écologique? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir la même chose qui se produit parce que les gens trouvent le moyen d'en profiter quoi qu'il arrive? Et est-ce que vous connaissez un levier qui marche mieux ou qui a l'air d'être plus efficace dans la manière de distribuer ça? C'est dommage. Allez-y, mais sinon on pourra prendre 3e. D'accord. Vous dites que ça s'étudie, mais c'est pas forcément si facile que ça d'étudier. Par exemple, j'ai entendu, ou j'ai lu plus exactement, que les impôts, enfin je les appelle les impôts volontaires, c'est-à-dire les dons aux organisations qui font de l'intérêt général. J'ai entendu le chiffre de 40 milliards, mais dans l'article ni nulle part, j'ai pu savoir si le 40 milliards, c'était
la part de l'effet résiduel, c'est-à-dire que c'était 120 millions de dons, 120 milliards de dons, pardon, ou que 40 milliards. Voilà, l'autre masse qui me paraît importante, c'est le chiffre d'affaires de l'action judiciaire. J'ai entendu dire que c'était 15 milliards, principalement par les tribunaux de commerce, donc ceci explique cela, mais et ça explique beaucoup de lobbies. Est-ce que les données sont si ouvertes que ça? Le tableau des entrées-sorties, moi je le trouve, c'est impossible pour le citoyen normal d'aller au bout de ce qu'ils connaissent, de ce que l'INSEE connaît. Est-ce qu'il y a des regrets? Alors, comment on pourrait faire mieux? Moi, j'avance l'idée d'une sélection, de conditionnalité. Enfin, d'ailleurs, on en parle quand même beaucoup. Sophie Binet, elle en parle notamment la CGT, mais elle en parle davantage du point de vue... Enfin, les syndicats commencent à pas mal en parler, mais ça a l'air d'être plus des conditionnalités sociales qui sont intéressantes. Hein, mais là, l'idée, ce serait... de se dire, en fait, l'exemple que je donnais tout à l'heure, on ne distribue plus de CICE à des entreprises qui investissent dans des activités extractives. On distribue des aides publiques à condition que vous ayez réduit vos émissions carbone chaque année depuis qu'on a les données. Enfin, que vous ayez une trajectoire qui paraît... montrer que vous avez une volonté de le faire, Et ça, pour le coup, on commence à avoir des données. En fait, alors là, il y a plein de choses qui se font sur les plans de transition. Donc, c'est pas facile, mais c'est faisable de mettre de la sélection. Après, encore une fois, il faudrait un modèle de simulation, de micro-simulation fiscale pour voir exactement l'effet que ça a. Parce que si je vous dis, d'accord, en fait, c'est vrai qu'alors là, pour le coup, les entreprises sont complètement, comment on dit, perfusées aux exonérations sociales. J'ai pas le graphique là, mais c'est vraiment très impressionnant. 90% des salariés sont sous exonération sociale. 9 salariés sur 10. La grosse part, elle est sur les petits salaires, évidemment. Et donc, les entreprises sont très, très, très dépendantes de ça, parce que c'est ça qui gère le coût du travail, qui définit le coût du travail français. Si vous commencez à toucher à ça, c'est sûr que vous allez avoir des effets. Pas que des effets économiques, vous allez avoir des effets politiques. En fait, les syndicats vont être contre vous si vous faites ça. Si vous dites, les exonérations sociales, on ne les distribue maintenant que sur critères écologiques, en fait, Binet ne sera pas d'accord, probablement. Les syndicats ne seront pas d'accord. Donc, vous voyez la difficulté politique à mettre ça en place. Mais voilà, mais on est dans des démocraties où on doit délibérer de ce genre de choses. Ça, la grosse conclusion, c'est délibération. Et donc, ça m'amène à la dernière question. C'est difficile pour les citoyens de savoir, d'avoir les données et d'analyser les choses. Oui, certainement. Enfin, il y a beaucoup de choses qui montrent, il y a beaucoup d'écrits sur le fait qu'on a une société très complexe et que cette complexité est difficile à appréhender pour les citoyens et les citoyennes. Une façon, voilà, j'ai pas de solution. Moi, une façon de faire, c'est d'aller vers des médias qui font le boulot pour moi, en fait, souvent. Et donc, vous avez quand même aujourd'hui des ressources extraordinaires. Le premier, c'est Alter Eco. Alternative économique, par exemple, c'est vachement bien sur les questions macro et budgétaires. Mais après, Reporter, c'est génial pour avoir de l'info sur la transition. Enfin, il y a tellement de ressources que moi, je n'irai pas chercher moi-même les données. Oui, oui, c'est partiel, mais tout est pas... Enfin, oui, dans une société extrêmement complexe, c'est difficile d'avoir un narratif, mais on essaye. Oui, mais à partir des chiffres, on peut faire un narratif, c'est ça que je veux dire. Ben oui, merci beaucoup d'ailleurs d'aller expliquer les chiffres, chercher ceux qui sont dits, ceux qui ne sont pas dits, et d'ensuite de les exposer de manière aussi claire dans ton livre, dans cet exposé ce soir. Donc merci beaucoup.